Mais avec la date de la sortie qui approche, il faut absolument décider ce qu'on doit filmer en premier. Trophée des 3 sorciers! Le tournoi est l'occasion d'accueillir à Poudlard des sorciers venus des 4 coins du monde et à tous les acteurs d'Angleterre de postuler pour un rôle. Quel casting! On était vraiment vernis. On se frottait les mains d'allégresse en pensant au jour où tous ces grands noms du cinéma seraient à l'affiche de nos films. Le nouveau professeur de défense contre les forces du mal C'est Maugret Folleuil. est interprété par Brendan Gleeson. Brendan était incroyable. C'était un vrai plaisir de travailler avec lui. Pour le rôle du champion de Poudlard, Cédric Diggory, les producteurs se mettent en quête d'un visage neuf. C'est ainsi qu'ils découvrent une future star en la personne de Robert Pattinson. Et ce grand gaillard doit être Cédric, pas vrai? Oui, monsieur. Quand ils ont choisi Robert Pattinson pour incarner Cédric Diggory, je me suis dit, il est canon. Il y avait aussi Miranda Richardson dans le rôle de Rita Skeeter. Mais ça, vous le savez déjà. Marmande! Et le rôle de Barty Croupton Jr. revient au héros de Doctor Who. David Tennant dans le rôle de Barty Croupton Jr. C'est un acteur extraordinaire, et il en fait vraiment des tonnes dans ce film. Et c'est pile ce qu'il fallait faire à cause de l'influence de vous savez qui. Vous voulez dire celui qui n'a toujours pas été casté? Le directeur de casting a dû devenir dingue. Un point qui restera en suspens avec d'autres aspects compliqués concernant le tournoi des 3 sorciers. Le tournoi des 3 sorciers nécessitait un énorme travail préparatoire à réaliser en très peu de temps. Il fallait vraiment avancer vite. La deuxième équipe a commencé à travailler 6 semaines avant pour s'occuper des séquences sous-marines. On voulait tourner tôt les scènes qui allaient être gourmandes en temps et en effets visuels. Au début, on a essayé de voir si on pouvait tourner les séquences sous-marines du 4e film en dry for wet. Utilisé dans des films comme James Bond, le dry for wet est une technique qui donne l'illusion qu'une scène est tournée sous l'eau. Pour ce faire, On suspend les acteurs à des câbles, on ralentit l'image, on utilise de la fumée. On a répété la scène un samedi matin. Ça ne fonctionnait pas. Ça ne va pas marcher. Ça ne rendrait jamais bien à l'écran. le dry for wet semble un peu dépassé. Il faut donc trouver une autre solution. Et vite, car le temps, c'est de l'argent. Harry Potter avait déjà rapporté une fortune. Je pense qu'on était quand même en droit d'obtenir tout ce qu'on demandait. Nous dire que telle chose était trop coûteuse ou que telle autre risquait de prendre trop de temps, c'était ridicule. Le département des effets visuels doit donc faire appel à une magie qui échappe totalement aux esprits moldus des producteurs et du réalisateur. Je ne connais absolument rien au fond vert, aux effets spéciaux et à tous ces machins. La machine bien huilée de Peter est sur le point de s'enrayer. Ça m'empêchait de dormir. Je me demandais dans quelle galère je m'étais embarqué. Le tournage de Harry Potter et la Coupe de Feu commence par l'une des séquences les plus difficiles du film, la seconde tâche du tournoi des 3 sorciers. Finalement, on tournerait sous l'eau. Sans blague. Il devait se jeter à l'eau. Ça aussi, c'est évident. Les acteurs habitués à travailler sur terre ferme vont devoir apprendre à évoluer dans un tout nouvel environnement. Respirer sous l'eau, c'est compliqué. Potentiellement problématique. Potentiellement problématique. Ça remonte à quand la dernière fois où tu es resté 1 heure sous l'eau sans respirer? On a fait une piscine de 6 mètres sur 3, 3 mètres de profondeur. Mais tous les enfants ont dû suivre des cours de plongée. La piscine leur sert de zone d'entraînement. Ils s'en servaient pour les cours et les répétitions. Mais pour tourner la scène, il leur faut une plus grande piscine. Je voulais un bassin de 18 mètres sur 18 et de 6 mètres de profondeur. Si elle voit le jour, ce sera la plus grande piscine jamais construite pour un tournage en Europe. On a eu une très longue conversation avec les producteurs pour leur expliquer pourquoi on avait besoin d'une si grande piscine. Et John connaît bien le sujet parce qu'il a l'habitude des scènes sous-marines. Superman, 9 James Bond, Sans oublier, Alien 2. mais qui dit grosse piscine dit grosse dépense, une chose que les producteurs David Heyman et David Baron préféreraient éviter. Peter MacDonald arrive alors à la rescousse. J'ai dû monter au créneau et dire aux producteurs « Vous n'avez pas compris, on en a besoin, point ». Mais s'ils n'ont pas écouté John, pourquoi écouteraient-ils Peter? Peter a été génial, il n'a rien lâché, il n'a fait aucune concession, mais il valait mieux ne pas le chercher. Si vous voulez cette séquence, il nous faut cette piscine. Les 2 zones tiennent bon. Et on a fini par obtenir notre piscine. Elle est encore utilisée aujourd'hui. Les choses avancent enfin, et le 4 mai 2004, le tournage du film peut commencer. Mais très vite, l'équipe se retrouve complètement sous l'eau. Les enfants ne pouvaient pas rester longtemps sous l'eau. Pour les ramener à la surface, il fallait qu'ils remontent tout doucement et qu'ensuite ils restent hors de l'eau pendant 1 heure avant de pouvoir replonger. Un procédé incroyablement long qui risque de mettre en péril le planning déjà très serré.
À un moment, un des enfants, Daniel, je crois, a attrapé une otite. On a alors décidé de construire une cloche de plongée à la base de la piscine. Comme ça, les acteurs n'étaient plus obligés de remonter à la surface entre les prises. Ils pouvaient aller dedans pour se reposer car elle était remplie d'air. C'était mieux pour tout le monde, y compris eux. Une fois qu'ils étaient sous l'eau, ils y restaient. Daniel n'était pas un très bon nageur, mais il se débrouillait pas mal en apnée. À la fin, il était capable de tenir entre 1 minute et demie et 2 minutes. Quant à moi, je peux me vanter d'avoir passé 4 ou 5 mois immergé dans la plus grande piscine du monde. Depuis la cloche, ils pouvaient discuter avec le réalisateur via un microphone. Daniel et David restaient dans la cloche à plaisanter, jusqu'à ce qu'on les appelle. C'était un immense défi, mais l'enthousiasme de ces jeunes nous a vraiment facilité les choses. Félicitations, votre performance dans le lac était remarquable. Certains adultes nous posaient plus de problèmes que les enfants. Ça a été dur de rester assis derrière cette vitre pendant 6 mois, ça me rendait fou. La séquence sous-marine présente des défis uniques pour chaque département. C'est par accident qu'on a découvert comment on allait faire les mains palmées. On avait essayé de fixer des petits morceaux de silicone entre les doigts, mais ils se détachaient sous l'eau. On avait essayé d'utiliser une espèce de petite membrane, mais ça n'avait pas marché non plus. Et un jour, une de mes employées était en train de laver ses collants dans l'évier, et je me suis rendu compte que lorsqu'on mettait sa main à l'intérieur d'un collant et qu'on écartait les doigts, le tissu s'étirait et devenait très fin. On aurait vraiment dit des mains palmées. Une solution très économique pour un film avec un budget de 150 millions de dollars. Lorsque Harry nage sous l'eau, il porte des collants qui remontent jusqu'aux épaules et qui sont collés sous son débardeur. C'est une belle victoire pour les effets pratiques, mais elle est de courte durée car les effets spéciaux numériques continuent à gagner du terrain. Beaucoup de choses ne pouvaient être faites que par effets spéciaux. Fini l'époque où les entreprises d'effets spéciaux britanniques étaient reléguées au second plan. Tout à coup, les effets spéciaux se sont mis à occuper une place très importante. À partir du 3e ou du 4e film, c'était en grande partie des entreprises britanniques qui s'occupaient de tout ça. Tim Burke, le superviseur des effets visuels, voit donc son rôle grandir au sein de la franchise. Pour le 4e film, j'étais sur le plateau. Je travaillais avec les différents chefs de département, mais également avec le réalisateur. Je faisais vraiment partie de ceux qui créaient le film. Si le tournage d'une séquence sous-marine semble relever des effets pratiques, en réalité, le Grand Bleu nécessite une bonne dose de verre. C'était un sacré défi et je crois que c'était la première fois qu'on tentait ce genre de choses. Je me souviens de très longues conversations au sujet de l'apparence des sirènes. Conversations auxquelles participe le réalisateur Mac Newell. Mike se fichait un peu de l'aspect visuel des choses. Je ne connais absolument rien au fond vert, aux effets spéciaux et à tous ces machins. Il se contentait de dire « il nous faut des sirènes, il faut qu'elles soient sous l'eau, débrouillez-vous avec ça ». Les concepteurs de personnages sont donc livrés à eux-mêmes. Quand on dit sirène, tout le monde pense à la petite sirène. Celle-ci était à l'opposé d'Ariel. C'étaient des êtres incroyablement sauvages, lugubres, méchants. C'était un vrai défi pour les concepteurs de les rendre effrayantes. Il fallait que ça fasse vraiment peur, mais pas trop non plus, parce que c'était quand même un film familial. Si une bonne frayeur peut être amusante, Tim reçoit une nouvelle qui, elle, lui glace le sang. Quelqu'un est venu me chercher sur le plateau et m'a dit qu'il fallait que je rappelle mon frère. C'était très inhabituel. Et j'ai appris que ma mère s'était fait renverser en traversant la rue. Pendant le tournage du 4e volet de la saga Harry Potter et la Coupe de Feu, Tim Burke, le superviseur des effets visuels, reçoit une terrible nouvelle. D'un coup, tout est relégué au second plan et on se met à se concentrer sur ce qui est vraiment important, la famille. Ma mère s'est fait renverser, puis elle a été conduite à l'hôpital où elle a passé près de 12 heures au bloc. Et malheureusement, après 2 semaines sous assistance respiratoire, on a dû la débrancher. Ça a été une période très traumatisante pour moi. Et malgré cette nouvelle absolument tragique, Tim revient travailler. C'est très dur quand on vient de subir une telle perte et que l'on est en deuil, de devoir travailler. Parce que oui, il faut bien travailler. Le jour où je suis revenu, je marchais dans les couloirs de Leavesden et la première personne que j'ai croisée, c'est Peter. Il s'est approché de moi et m'a fait un énorme câlin. Ça m'a beaucoup ému parce qu'il avait cette réputation de réalisateur sévère et bourru. Il m'a pris dans ses bras et m'a dit « Ça va aller ». Ça m'a beaucoup touché et ça a vraiment fait la différence. Pendant que Tim reprend peu à peu ses marques, la post-production poursuit sa course effrénée vers la ligne d'arrivée. Et plus le temps avance, plus le film, comme le livre, devient long. Un problème que Mick Odsley doit impérativement résoudre.
Je peux vous dire que ça m'a causé quelques nuits blanches. Mais s'il y a bien un personnage qui ne sera pas coupé au montage, c'est celui d'Argus Ruzard, interprété par David Bradley. Mike m'a juste dit, fais ce que tu veux. Et sentant que le film pourrait avoir besoin d'un peu de légèreté, je voulais faire en sorte que ce soit drôle. Alors j'ai fait la démarche la plus ridicule que je pouvais imaginer. Ensuite, je devais murmurer à l'oreille de Mike Gambon que les invités étaient arrivés. Et on a eu beaucoup de mal à se retenir de rire parce que, comme on chuchotait, on ne se disait que des insanités. Il adore plaisanter et prendre quelques libertés avec le texte. Et leur directrice, Madame Maxime. L'arrivée d'un autre personnage donne à tout le monde l'impression de voir double. De la même façon qu'on avait un double géant pour Hagrid, il a fallu en faire un pour Madame Maxime. Bah dis donc, c'est ce qu'on appelle une grande femme. Seulement le double de Madame Maxime n'est pas une femme. C'était un homme du nom de Ian Wright qui mesurait dans les 2,10 mètres. Cet ancien joueur de basket européen va devoir se parer d'accessoires féminins. On lui a mis des chaussures à talons. Et il a intérêt à ne pas avoir deux pieds gauches. Il fallait qu'ils dansent tous les deux. Car il va devoir passer du terrain de basket à la piste de danse avec un masque et des talons hauts tout en incarnant le personnage de Madame Maxime. Frances Delatour a dû apprendre à Ian à bouger comme elle. Il fallait qu'il imite sa façon de jouer, qu'il sache où placer ses mains par rapport à ses vraies mains à elle, où placer ses pieds par rapport à ses vrais pieds à elle, et essayer d'exagérer un peu les mouvements pour faire en sorte que ça ait l'air naturel. C'était une chorégraphie assez spectaculaire. Ils ont tous les deux travaillé très dur pour arriver à ce résultat. David Bradley, lui, a un partenaire de danse beaucoup plus petit. Je suis content qu'ils aient gardé ça. C'est un autre moment où l'on se dit que finalement, Ruzard n'est peut-être pas si méchant vu qu'il aime son chat au point de danser avec lui. Ça tranchait avec son côté sévère, mais tant pis. Warwick Davis, lui, danse avec absolument tout le monde. Pour rire, Warwick a suggéré de faire un slam et ils l'ont pris au mot. Loin des fonds verts, Mike Newell est dans son élément. Là, il n'y avait aucun effet visuel à gérer, que de l'humain, et c'est justement ce pourquoi Mike Newell était doué. Dans le 4e film, je suis revenue en tant que figurante pour le bal de Noël. Et je me souviens que Mike Newell se donnait à fond. Peut-être même un peu trop. Un jour, il s'est jeté par terre pour leur montrer comment faire. Je lui ai dit qu'il n'était pas obligé de faire ça, qu'on avait des cascadeurs pour ça. Il était tellement enthousiaste. Et puis on a découvert qu'il s'était fêlé une côte. Mais Mike doit